La situation reste extrêmement agitée au Moyen-Orient et le président Trump cherche un moyen de résoudre les problèmes liés au détroit d'Ormuz. Il cherche un moyen de sortir de la guerre. Pendant ce temps, il a ces gens du camp des Faucons. Jack Keane est en quelque sorte le chef de ce groupe avec le général Keith Kellogg. Il continue de dire « Non, il faut frapper plus fort. Il faut passer à l'action militaire. Il faut régler ça par la force. Ne leur concédons rien. » La diplomatie, franchement, ne parlons même pas de diplomatie ni d'un quelconque accord négocié parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, de toute façon. Est-ce réellement un plan viable ou est-ce que cela mènerait à un désastre absolu? Et qu'est-ce que le président Trump pense vraiment de tout ça? Il y a énormément en jeu, énormément sur la ligne. Et pour en parler aujourd'hui, personne n'est mieux placé que Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, responsable de Sonar21.com, de Sonar A New American Revolution sur Substack.com et tout simplement quelqu'un de très intelligent. Larry, bon retour dans l'émission. S'il y a du chaos, il faut que je sois impliqué, vraiment. En fait, en parlant de Sonar 21, j'ai récupéré des produits dérivés plutôt sympas lors de l'événement à Chattanooga, dans le Tennessee, où on a enfin pu passer un peu de temps ensemble, en face à face. Oui, c'était super. Allez chercher vos produits dérivés là-bas. Je suis sûr qu'ils peuvent aller sur votre site web et prendre tout ça, s'ils le veulent. Nous sommes en train de mettre ça en place. Merci pour le coup de pub. Nous y reviendrons quand ce sera disponible. Commençons par toute cette affaire autour de Jack Keane, parce qu'il dit que vous savez quoi, il ne faut même pas parler à l'Iran. Laissons tomber. Allons simplement prendre le détroit et prenons-en le contrôle. Même si nous obtenons un accord, nous en avons la preuve, parce que nous avons conclu un accord dans le protocole d'accord sur les détroits. Nous avons levé le blocus et ils étaient censés supprimer toutes les restrictions. Ils ont fait voler ça en éclats en quelques jours. Nous savons donc qu'ils ne respecteront pas l'accord, même s'ils le signent. Les États-Unis doivent donc s'engager là-dedans. Essayons. Mais si les Iraniens ne coopèrent pas sur ce point, alors nous devons reprendre des opérations de combat majeures. Je ne pense pas que les Iraniens respecteront le moindre accord. C'est un atout stratégique qui leur donne une influence dans une région où ils n'en avaient pas avant le début de la guerre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas les laisser conserver le moindre niveau de contrôle sur cela. Alors, quel est le risque qui, selon vous, fera réagir le président Trump? Nous savons que ce que nous avons évité le week-end dernier était apparemment le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le président Trump. Est-ce que quelque chose pourrait arriver ce week-end? Eh bien, permettez-moi d'abord d'annoncer que je crée une fondation caritative. Cette fondation a pour vocation d'apprendre à Jack Keane à lire. C'est une tragédie qu'un homme de son âge et de son rang n'ait pas appris à lire. Mais il existe des solutions, et je suis là heureux de les lui apporter. Premièrement, le protocole d'accord ne disait absolument rien sur une levée par l'Iran de ses restrictions dans le détroit d'Ormuz. En réalité, il disait que le pays chargé de déterminer comment garantir le passage par le détroit d'Ormuz, c'était l'Iran, pas les États-Unis, et certainement pas Jack Keane. Donc l'Iran a respecté sa part du protocole d'accord. Ce sont les États-Unis qui l'ont rompu, qui ont violé le premier paragraphe, et ainsi de suite. Et vous savez, Jack, je veux dire, ça me sidère qu'une personne comme lui, avec un tel niveau d'obtusion et de bêtise, ait pu devenir officier supérieur dans l'armée américaine. C'est vraiment choquant, parce qu'il n'y a rien que les États-Unis puissent faire dans des limites de perte acceptables pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Nous pourrions peut-être détruire une part importante des forces militaires iraniennes, mais à un coût énorme.
en personnel, en navires et en munitions. Il semble donc incapable de comprendre cela. L'ouverture du détroit d'Ormuz peut être obtenue par la diplomatie, mais cela exige que les États-Unis honorent et respectent les termes du protocole d'accord qu'ils ont violés sur toute la ligne. Et la possibilité d'y retourner, concrètement. Je veux dire, est-ce que le président Trump pourrait dire, vous savez quoi, on va le faire. On ne l'a pas fait la semaine dernière, mais on va le faire ce week-end. Qu'en pensez-vous? Oui, cette attitude du genre, vous savez, on l'a déjà fait, on peut le refaire, elle ne s'applique pas ici parce que nous n'avons plus de système d'armes essentiel. Les THAAD sont épuisés, les missiles Patriot, PAC-3 épuisés. Vous savez, quand Mayor Hubbard va chercher ça dans le placard, il n'y en a pas, parce que le placard est vide. Les Tomahawk, les JASSM sont à des niveaux critiques. Quant aux munitions HIMARS, les attaques MS sont pratiquement épuisées. Et les PRSM, qui remplacent les attaques MS, il n'y en a plus. Et si Lockheed en produit davantage cette année, ils auront peut-être la chance d'en sortir 30 d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est ça le calendrier. Vous obtenez ce SM-3 dans seulement 5 ans, un peu plus de 5 ans. Ça, oui, c'est 4 ans et demi. Et ce qui n'est pas indiqué sur ce graphique, c'est que chacun d'entre eux nécessite 5 minéraux de terres rares, contrôlés par la Chine et fournis uniquement par elle. Donc, non seulement il nous faut beaucoup de temps pour les produire, mais en plus nous ne contrôlons pas la chaîne d'approvisionnement. Et qu'est-ce que vous entendez de la part de vos sources sur le terrain? Je sais que vous avez des gens là-bas qui évoquent la possibilité d'une attaque ou pas. Est-ce que vous avez des informations venant du terrain? Oui, hier j'ai appris par un ami qui est bien introduit, vous savez, qui a travaillé auparavant au CENTCOM et qui a toujours de bonnes sources, que la cellule de renseignement et ce qu'on appelle l'équipe d'action de crise, la CAT, ont été désactivées, démantelées, parce qu'elles n'ont plus rien à faire. En fait, mon ami l'a décrit ainsi. Son ami va avoir son premier week-end de 4 jours depuis janvier. Alors, quelle est l'importance de cela? Si nous devons mener des attaques, le renseignement joue un rôle crucial, à la fois pour identifier les cibles, identifier les réponses iraniennes, identifier les sites de défense aérienne iraniens. Donc, si le CENTCOM se préparait à lancer un nouveau niveau d'attaque, comme le souhaite Jack Keane, il ne désactiverait pas la CAT. Or, ils l'ont désactivée. Bien sûr, elle peut toujours être réactivée. Mais pour l'instant, rien n'indique que des attaques soient imminentes. En fait, vous vous souvenez, il y a plus d'un mois, Trump menaçait l'Iran. Vous frappez un navire dans le détroit d'Ormuz et on va détruire vos ponts. Ou ceci, vous savez. Ils allaient riposter. Eh bien, l'Iran a frappé plusieurs navires, 4 au cours des 5 derniers jours, je crois. Les États-Unis ont dit silence, ne dites rien, ne faites rien, laissez tomber. Je pense vraiment que Trump cherche désespérément à obtenir une solution diplomatique à cette situation. Hier, l'un des hauts responsables de la Heritage Foundation a écrit un article affirmant que Trump avait gagné, qu'il avait gagné la guerre. Voilà, oui, ce n'est pas vrai. Mais je pense que c'est le récit que la Maison-Blanche va développer. Écoutez, nous déclarons la victoire et nous partons. Oui, c'est juste. Enfin, laissez-moi afficher autre chose pour vous le montrer. Cet article, c'est de James Carafano, ou Jim Carafano dont on a parlé. Trump a publié ça sur Truth Social ce matin même. À lire absolument. Merci, James J. Carafano. Mais je ne sais pas de quelle définition de la victoire il parle. En fait, si on revient à cet article, vous voyez ce qu'il écrit. Il dit que Trump, il y a seulement 1 an, le régime iranien pouvait menacer de bloquer jusqu'à 1/3, voire davantage, des exportations mondiales de pétrole. Même aujourd'hui,
alors que les combats dans le détroit d'Ormuz se poursuivent, ce n'est plus le cas. De quoi parle-t-il? Que voulez-vous dire? Il pouvait bloquer jusqu'à un tiers. Voilà ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Seul un mince filet passe depuis 48 heures. Alors, de quoi parle-t-il quand il dit que ce n'est plus le cas? Et ensuite, il affirme que les exportations régionales repartent à la hausse et atteignent, selon certaines estimations, jusqu'à 2 tiers. Non, c'est 5%. Ce n'est pas 2 tiers. Enfin, il n'y a absolument aucune réalité dans ce dont il parle. Eh bien, cela fait un moment qu'il présente les symptômes de ce qu'on appelle la fabulation. Je suis sûr qu'il le croit. Je pense qu'il est absolument convaincu que c'est vrai. Ce n'est pas le cas. Eh bien, les deux. Enfin, Carafano ne peut quand même pas croire ça. Je ne sais pas pourquoi il raconte ça. C'est manifestement faux. Eh bien, mais il a écrit cet article pour dire à Trump, « Hey, tu as gagné, mon gars. Prends cette victoire et rentre chez toi. » Donc, ce n'est pas objectivement ou visiblement lié à l'attention du public, mais le Japon est un élément essentiel, ou plutôt un maillon essentiel de la chaîne, parce qu'il reçoit entre 90 et 95% de son pétrole du Golfe Persique. Cela est interrompu depuis avril. Je suppose qu'il y avait encore du pétrole acheminé par des navires partis vers le 28 février et qui ont mis 35 ou 40 jours pour arriver au Japon. Mais depuis avril, donc en mai, juin, juillet et maintenant depuis 3 mois et demi, presque 4 mois, le Japon a été contraint de puiser dans ses réserves de pétrole. Mais en même temps, ces raffineries, comme aux États-Unis, sont principalement conçues pour traiter ce pétrole brut sulfuré qui vient du Golfe Persique. Ils ne peuvent pas simplement remplacer ce pétrole léger par du pétrole des États-Unis. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme si vous tiriez avec une carabine de calibre 22. Vous ne pouvez pas prendre les munitions de cette carabine et les mettre dans un revolver Magnum 44. Ce sont tous les deux des armes, mais elles utilisent des munitions différentes et elles sont conçues différemment. C'est pareil pour les raffineries. Elles sont configurées pour traiter certains types de pétrole. Et donc, voilà le Japon en pleine crise financière majeure. La coupure des approvisionnements venant du Golfe Persique n'a pas causé cette crise. Elle a simplement jeté de l'essence sur un feu déjà brûlant et elle l'a aggravé. Et les États-Unis ont dû intervenir massivement cette semaine, simplement pour essayer d'empêcher le Japon de faire chuter le dollar. Parce que si le Japon ne l'avait pas fait, vous savez en gros ce que les États-Unis ont fait, c'est qu'ils ont dit « Hey, vous avez tous, vous savez, vous détenez des milliards de dollars de bons du Trésor américain. Voilà ce qu'on va faire, on va vous prêter de l'argent à condition que vous nous remboursiez le mois prochain, ou quelque chose comme ça. » Et ils ont accordé le prêt en euros plutôt qu'en dollars. Parce que s'ils utilisent des dollars, cela augmente l'offre de dollars sur le marché. Et quand l'offre augmente, les prix baissent. Les États-Unis essayent donc de maintenir la valeur du dollar à un niveau élevé. Ce que je dis, c'est qu'il y a un scénario économique complexe qui se joue derrière tous ces échanges avec l'Iran. Parce que chaque fois que vous coupez 20 à 25% de l'approvisionnement mondial en pétrole, 25% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié, qui ne devrait probablement pas revenir en service avant encore 2 ans, peut-être davantage, que vous coupez l'approvisionnement mondial en hélium, que vous retirez 44% de l'offre et environ 30 à 35% de l'approvisionnement mondial en soufre et en urée, tout cela exerce un effet de freinage, de dépression sur l'activité économique mondiale. Et ça ne se produit pas immédiatement. Mais maintenant que ça s'est propagé à travers le marché, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Le risque de crise économique reste très élevé. Et je pense que c'est aussi l'un des éléments qui entrent dans les calculs de Trump.
Bon, nous n'avons plus les missiles. Nous allons manquer de systèmes de missiles essentiels et nous avons de graves problèmes économiques auxquels il va falloir faire face. Alors prenons nos distances. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Nous prenons nos distances. Eh bien, espérons que ça continue. C'est la seule chose qui ait le moindre sens. Et il faut espérer que le président Trump va simplement, déclarer victoire. On le dit depuis longtemps. Si c'est ce que l'article de Carafano cherchait à préparer, alors j'imagine qu'il mérite quelques félicitations, si c'est bien là qu'on va. Mais je veux aborder autre chose, parce qu'à l'heure actuelle, du moins sur le plan diplomatique, il ne se passe littéralement rien. Donc, il n'y a aucun espoir qu'on trouve un moyen de nous sortir de cette situation par la voie diplomatique. Et plus ça dure, plus le coût augmente. Vous venez de publier un article sur Sonar 21, votre site. Vous y écrivez « Même si le détroit d'Ormuz rouvre, les dégâts causés aux infrastructures énergétiques du Golfe Persique sont énormes. » Vous y avez naïf publié ce tableau que je voudrais afficher ici. Il y a beaucoup de catégories sur la gauche. Vous évoquez aussi certains des problèmes liés à tout ça. Pouvez-vous nous présenter les enjeux les plus importants, ceux dont les gens ne sont peut-être pas conscients? Eh bien, le plus grand se trouve au Qatar. C'est ce qu'on appelle le complexe de GNL de Ras Laffan. Quand ils extraient le gaz naturel liquide du sous-sol, il est accompagné de ce qu'on appelle de l'hélium. Autrement dit, la production d'hélium est directement liée à ce GNL. D'après des informations publiques, et j'ai aussi obtenu beaucoup de ces informations auprès d'un consultant en énergie, il était là-bas, dans le Golfe. Il conseillait certains de ces États sur la manière de se remettre sur pied. Ce complexe de Ras Laffan fort dans un gisement pétrolier, ou plutôt un gisement gazier situé sous le Golfe Persique. Et en réalité, l'Iran et le Qatar se partagent ce gisement. Tous deux y forent en biais. On estime que les dégâts matériels causés nécessiteront au moins 3 ans de réparation. Cela veut dire qu'une quantité importante de ce gaz naturel liquéfié qui était auparavant disponible sur le marché ne le sera plus. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs américains de gaz parce que la pénurie va faire monter les prix et que leur produit sera très demandé. Donc vous savez, cela aura un effet globalement positif sur l'économie américaine. Mais tous ceux qui doivent acheter du GNL, par exemple pour faire fonctionner des centrales électriques, vont devoir payer une fortune parce que son prix va augmenter fortement. Ensuite, quand on regarde le raffinage et la transformation, les corridors de transport par pipeline, les installations de stockage et les terminaux d'exportation, ils ont tous été endommagés. Or, il y a un autre élément ici auquel je n'avais pas pensé et dont je n'avais pas mesuré l'importance, le raffinage. Si vous avez des machines et des systèmes mécaniques, il y a ce qu'on appelle la maintenance et les réparations. Il faut donc avoir sur place des gens capables d'assurer cette maintenance et ces réparations. Eh bien, devinez qui fait ça? Les sous-traitants américains détiennent la majorité de ce marché, environ 90%. Génial. Ils avaient constitué des entrepôts où ils stockaient des pièces de rechange, des outils et d'autres choses dont ils avaient besoin. Ces entrepôts ont été détruits au cours de cette guerre. Et ces sous-traitants, qui étaient en quelque sorte installés aux côtés du personnel militaire américain, sont partis. Donc même si, disons demain, le détroit rouvre, Oli Oli out in free, allez on y va. Il faudra quand même effectuer des réparations et de la maintenance. Et les gens capables de faire ces réparations et cette maintenance ne sont pas là. Et quand ils se présenteront pour tenter d'effectuer les réparations et la maintenance,
les pièces dont ils ont besoin ne seront pas disponibles. Ils devront soit les commander, soit les fabriquer, ce qui ajoutera encore du temps. Donc, l'idée générale, c'est que même si, entre guillemets, le détroit d'Ormuz ne pose aucun problème, aucun drame sur qui entre, qui sort, avec ou sans péage, l'exploitation même de ces champs de gaz et de pétrole, ainsi que de toutes les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement, prendra au minimum des semaines. Plus probablement, vous savez, des mois. Et dans certains cas, cela pourrait très bien prendre des années. Donc il ne faut se faire aucune illusion. Et au final, l'économie mondiale va souffrir. Et cette souffrance va durer un certain temps, probablement au moins 6 mois. Et vous savez, c'est ce que vous avez identifié jusqu'à présent. Et ce sont les principaux combattants ici. Mais maintenant, il y a un élargissement avec l'Arabie Saoudite. Nous nous sommes joints à l'Arabie Saoudite je ne sais pas pourquoi, mais nous avons décidé que c'était une excellente idée de viser récemment certaines forces des unités de mobilisation populaire, la milice chiite en Irak, et de les frapper. Et maintenant, l'Arabie Saoudite dit qu'elle doit se préparer à davantage d'attaques venant des milices irakiennes et du Yémen, des Houthis, d'Ansar Allah au Yémen, des attaques de missiles, mais peut-être même des attaques terrestres ici. Et il n'est pas du tout certain que le Royaume d'Arabie Saoudite puisse se le permettre. Parce que je pense que la pire chose qu'il puisse faire, ce serait de s'engager dans une guerre de missiles avec les Houthis, parce que ceux-ci peuvent frapper beaucoup de cibles. Et si l'Iran s'en mêle aussi, les dégâts que vous avez décrits jusqu'ici sont déjà graves. Mais si l'Arabie Saoudite se retrouve entraînée là-dedans, il pourrait y avoir de vrais problèmes sur une longue période, quoi qu'il arrive dans le détroit. Oui, ce qui soulève la question de la Turquie et du Pakistan qui viennent de signer aujourd'hui en Arabie Saoudite ce pacte de défense commun. Or, avant cela, le Pakistan avait déjà un pacte de défense avec l'Arabie Saoudite. Donc, quand les Saoudiens ont attaqué l'aérodrome de Sanaa il y a 3 semaines, et que les Houthis ont répondu en attaquant un aérodrome en Arabie Saoudite, puis ce terminal à Jizan, je crois, le Pakistan n'a pas réagi. Donc, quoi que dise ce pacte de défense, il n'est pas entré en vigueur, alors qu'en apparence, il aurait dû. Je ne sais donc pas si ce pacte de défense vise à faire face aux Houthis et aux, vous savez, forces de mobilisation populaire iraniennes, les PMF, en Irak. Mais il est clair que je ne pense pas qu'il soit probable que les Turcs et les Pakistanais veuillent se lancer dans un combat contre des milices soutenues par l'Iran ou contre les Houthis que l'Iran soutient aussi. En partie parce que, surtout pour le Pakistan, ce serait une entreprise très risquée. Compte tenu du soutien massif dont bénéficie l'Iran au sein de la population chiite pakistanaise. Et Asim Mounir n'est pas exactement dans la situation politique la plus solide. Sa position politique est plutôt précaire. Au Pakistan, beaucoup lui en veulent encore d'avoir évincé Imran Khan. Et donc, vous savez, il y a des manœuvres et des jeux de positionnement en cours. Ce qui est clair, c'est que les Houthis n'ont pas besoin de directives de l'Iran pour attaquer l'Arabie Saoudite. Ils en sont tout à fait capables par eux-mêmes, et ils le font déjà. Ils ont arrêté plusieurs pétroliers saoudiens en mer Rouge, au moins 4 ou 5 ces 3 ou 4 derniers jours. L'Arabie Saoudite a donc beaucoup à perdre si elle tente d'intensifier cette guerre contre les Houthis et les milices irakiennes. Eh bien, on verra si une forme de bon sens finit par prévaloir. Peut-être que le président Trump pourra mettre en place une version quelconque d'un plan de retrait, déclarer victoire, peu importe. Cela pourrait aider à relâcher la pression ailleurs, à faire lever le blocus saoudien sur le Yémen, et alors peut-être qu'on pourra ouvrir tout ça. C'est peut-être un espoir irréaliste,
Mais au moins, il y a une forme d'espoir, parce qu'on ne peut pas gagner militairement et il semble que nous l'ayons reconnu. Alors qui sait? Il y a peut-être de l'espoir de ce côté-là. Et permettez-moi d'ajouter autre chose concernant, vous savez, les effets secondaires de cette guerre. Premièrement, elle a montré aux Chinois et aux Russes que notre profondeur stratégique est très limitée. En fait, nous n'en avons aucune. Et quelle que soit l'idée qu'ils se faisaient de notre capacité à soutenir des opérations, ils ont maintenant une assez bonne image du fait que nous sommes très limités à cet égard. Deuxièmement, le moral des troupes est au plus bas, en particulier chez les marins et les marines. J'ai reçu il y a quelques semaines un email d'une personne que j'appellerais une maman ours furieuse, la mère d'un marin. Et elle lisait mon blog. Puis elle m'a contacté à l'improviste. Elle m'a envoyé des emails, des SMS qu'elle avait échangés avec son fils, marin à bord de l'USS Tripoli, ainsi que des photos. Donc elle ne se contentait pas de lancer des accusations. Et sa plainte, au fond, c'était celle-ci. Mon fils est parti en déploiement, et il est revenu avec près de 14 kilos en moins. Et ce n'était pas un gros salaud au départ. Oui. Vous savez, il a beaucoup perdu de poids à bord du navire parce que la nourriture était si mauvaise, ce genre de choses. Je veux dire, mon Dieu. C'est sur votre site, sonar21.com d'ailleurs. Moi non. Vous savez, je donnerais les carottes à mon chien, mais le reste de ça. C'est ignoble. La viande mystère. Mais j'ai dit d'accord, eh bien ça. Et elle réagissait. Elle avait aussi participé à fournir des informations à un journaliste de USA Today. Ils ont publié un article en avril, début avril, mais les rédacteurs n'ont pas mis en avant le fait que c'était un problème de nourriture, que les troupes n'étaient pas soutenues. Ils en ont fait une histoire du genre « Oh, comme c'est la guerre, le courrier n'est pas distribué. » Mais ça, c'est pas grave. C'est ce qu'ils font en temps de guerre. Non, mais quand vous avez creusé cet article, cette photo venait de cet article. Une partie portait sur la nourriture épouvantable. Alors quand nous étions à Chattanooga la semaine dernière, vous savez, pendant les pauses, on s'asseyait sur le côté et les gens avaient nos cartes avec nos photos dessus. On avait l'occasion de les signer et de parler avec les gens. C'était super. Et cette dame arrive, on commence à discuter, et elle dit simplement « Oh, mon fils vient juste de rentrer de déploiement au Moyen-Orient. » J'ai dit « Oh, où était-il? » « Oh, il était sur l'USS Boxer. » Et j'ai dit « Est-ce qu'il a parlé de problèmes avec la nourriture? » Eh bien, Maman Ours numéro 2 est arrivée. Elle était furieuse. Et c'était la même histoire. Son fils est dans les marines. Donc là, vous l'entendez de la bouche de la mère d'un marin, de la mère d'un marine. Et Pete Hegseth a essayé de minimiser ça. Il est allé, je crois, sur l'un des navires, puis aux messes des officiers, et il a dit « Bon sang, la nourriture est excellente ici. Je ne sais pas de quoi ces idiots se plaignent. » Eh bien, vous savez, dans l'article que j'ai écrit là-dessus, j'ai d'abord dit honte aux officiers de la marine et des marines à bord de ces navires, parce que leur devoir, avant toute autre chose, c'est de s'occuper de ces troupes. Et ils ne devraient pas être assis sur leur gros cul dans le mess des officiers, à se goinfrer de cuisine raffinée, pendant qu'on sert aux marins et aux marines une bouffe immonde que vous ne donneriez même pas à votre chien. Et devinez quoi? Les gens reviennent de ces déploiements, et l'idée de se réengager, ils préféreraient s'inscrire pour une coloscopie plutôt que de se réengager. Vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, vous savez, Hegseth et sa bande sabotent l'armée parce que ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il faut leur servir des repas dignes de chefs vus sur Food Network, mais il y a moyen de préparer une bonne nourriture saine et de s'assurer que les troupes ont suffisamment à manger. Vous savez, ce qui est ironique, Larry,
c'est que pendant toutes mes affectations en opération, j'ai fait 4 déploiements de combat lorsque j'étais en service actif, la nourriture était excellente. Et pas seulement pour les officiers. C'était bon pour tout le monde, parce que je mangeais généralement aux messes ordinaires. Dans l'armée de terre, nous n'avions pas de messe réservée aux officiers. Oui. Et je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Je veux dire, vraiment ces photos que vous m'avez montrées, celles qu'il vous avait envoyées quand nous étions à Chattanooga, et puis celles-là que vous aviez publiées. Je n'arrive pas à comprendre qu'une chose aussi élémentaire, aussi basique, que fournir de la nourriture décente aux gens, ne soit pas faite. Je ne comprends pas comment ça peut ne pas arriver. Oui, oui. Enfin, j'ai vu la même chose à Al-Udeid. Ils avaient le DEFAC, vous savez, le réfectoire. Bien sûr, il y avait aussi de quoi manger dehors. Ils avaient une remorque Burger King à l'extérieur. J'y ai mangé aussi. Ça pouvait pas être Burger King. Oui, je suis allé au même endroit que moi. Mais vous savez, même les rations de combat, bon sang. Je veux dire, elles peuvent provoquer de la constipation chez certaines personnes, mais la nourriture n'est pas mauvaise. Je veux dire, vous savez, certaines sont plutôt bonnes, je dois l'admettre. Oui, Oui, les gens vont échanger ça contre, vous savez, le barbecue. Ah oui, on va prendre ça. Mais là, vous avez des cuisiniers à bord de ces navires, et il faut bien les approvisionner correctement. C'est pour ça que ces pétroliers ravitailleurs sont censés venir à quai, fournir du carburant, mais aussi d'autres provisions. Et encore une fois, tout revient à l'attention portée aux détails. Où est la priorité? Manifestement, ces troupes ne sont pas la priorité. Donc notre armée est en désordre sur tous les plans. oui, c'est le cas. Et notre temps avec vous aujourd'hui est limité. Donc je veux passer à un autre sujet, où il y a aussi une autre situation chaotique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, Zelensky, sur Truth Social, sur son compte X aujourd'hui, a dit « Écoutez, j'essaie essentiellement de faire honte à l'Amérique pour qu'elle me donne ses missiles intercepteurs Patriot et à l'Europe aussi. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien, parce qu'hier, le président Trump ne semblait pas être d'humeur très festive. Le président Zelensky affirme que son pays a désespérément besoin de missiles à longue portée ou de batteries de missiles Patriot. Est-ce que c'est quelque chose je veux dire, nous aussi, nous voulons des missiles. Vous savez, quand Biden lui a donné autant, Biden a donné pour 300 milliards de dollars de munitions. Vous savez, quand je suis parti, les stocks étaient pleins. Et il en a donné une grande partie. Maintenant, nous les reconstituons et nous utilisons des munitions très puissantes, très bonnes. Mais nous n'aurions pas dû les utiliser. Nous aurions pu utiliser autre chose. Alors, tout d'abord, parlons de cette situation, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, surtout des vidéos, montrant qu'à l'heure actuelle, aucun missile russe n'est intercepté. Qu'est-ce que cela vous dit sur l'état de la guerre en Russie? Eh bien, premièrement, c'était l'aveu tacite de Trump que ces articles parus dans le Wall Street Journal, Reuters et CNN sont absolument vrais. Et je vais me féliciter un peu. J'en ai parlé le 3 avril, bon sang. Donc au bout de 4 mois, le reste des médias a fini par suivre. Alors oui, je me tape dans le dos. Oh, je me suis cassé le bras. Désolé pour ça. Vous savez, la Russie se rend compte maintenant que l'Ukraine est sans défense face aux missiles balistiques et aux missiles de croisière, et elle ne relâche pas la pression. Je veux dire, ils pilonnent Kiev, Dnipropetrovsk, Lviv et d'autres villes situées à l'ouest du Dniepr. C'est un assaut aérien incessant. Et à cela s'ajoute un blocus total d'Odessa, de Nikolaïev, il y a un autre port là-bas dont je ne me rappelle pas le nom, mais aucun navire n'y entre, ni n'en sort. Et, vous savez, dans quelques semaines, ils arriveront à la période de la récolte des céréales.
soon in another few weeks to the grain harvest. Well, that grain is not going to be getting. It used to be shipped out via. Eh bien, ces céréales, qui étaient autrefois expédiées via ces ports, ne vont plus aller nulle part. En fait, elles pourraient rester en Ukraine et pourrir. Or, c'est une autre source majeure de revenus pour l'Ukraine. Donc, la Russie est désormais en train de l'étrangler économiquement. Et si on ajoute à cela la campagne au sol, la Russie a ouvert un nouveau front dans le nord au cours des derniers jours. Donc, si on va de droite à gauche, ou plutôt d'est en ouest, vous avez Kharkiv. Puis un peu plus à l'ouest, Sumy, et encore un peu plus à l'ouest, Tchernihiv. Et le fait que la Russie avance à Tchernihiv indique, selon moi, qu'ils se préparent. Ils vont lancer un assaut et prendre Kiev. Je ne sais pas si ce sera cette année, mais ça va arriver. Danny, il faut que vous vous reconnectiez. On l'a perdu. Danny, revenez. We lost him. Danny, come back. I hate it when I hit that wrong button. Je déteste quand j'appuie sur le mauvais bouton. Et ça s'ajoute à tout ce que vous voyez déjà dans la zone de Sumy dont vous avez parlé. Vous savez, juste au nord, vraiment juste au nord, il y a des activités supplémentaires ici. Et c'est ce qui se passe depuis longtemps au nord de Kharkiv, et ainsi de suite. Kupiansk continue d'être concerné. Mais ensuite, si vous descendez vraiment tout le long, vous voyez qu'il y a de l'action sans interruption jusqu'à Zaporizhia. Et, vous savez, ces deux villes forteresses, Sloviansk et Kramatorsk, sont sous pression constante. Je veux dire, s'il n'y a pas de défense aérienne pour la capitale, qu'est-ce que ça vous dit sur la profondeur opérationnelle dans cette zone? Yeah, no, they have none. Now, reportedly, Oui, ils n'en ont aucun. Apparemment, ils ont annoncé qu'ils allaient tenter de mobiliser 40 000 nouvelles recrues par mois. Le problème du recrutement en Ukraine, c'est qu'on ne passe pas par le processus normal, où l'on s'engage. Là, ils ne s'engagent pas. Ils sont embarqués de force dans la rue. Normalement, vous recevriez 13 semaines de formation de base. Eux, ils ne les reçoivent pas. Ils ont de la chance s'ils obtiennent 3 jours pour « Voilà votre uniforme, voilà votre fusil, bonne chance, allez-y ». Donc envoyer simplement des corps chauds sur la ligne de front, là encore, ce n'est pas une solution. Manifestement, la Russie a adopté une approche complètement différente pour Mais laissez-moi vous interroger à ce sujet sur l'Ukraine. Parce que, si j'ai bien compris, le chiffre le plus plausible dont j'ai entendu parler, c'était environ 20 000 hommes qu'ils pourraient enrôler de force dans leur propre rue, et ainsi de suite. Quelles possibilités ont-ils d'en obtenir davantage? Je veux dire, comment pourraient-ils seulement trouver autant d'hommes supplémentaires? Eh bien non, cette possibilité est nulle, mais c'est ce qu'il déclare publiquement. Pourtant, depuis le début, il n'arrête pas d'insister. Zelensky n'arrive pas à avancer les bons chiffres. D'abord, il a dit qu'il n'avait eu que 55 000 morts en 4 ans. D'accord. Ensuite, il a dit que c'était 50 000. Je pourrais croire au chiffre de 50 000 pour les 3 premiers mois de 2026, mais quand on voit les pertes, oui, c'est tout simplement brutal. Ces gens ne font pas la queue pour aller se battre. Et tous ceux qui font ça, on leur dit que s'ils n'atteignent pas les objectifs de recrutement, ils sont renvoyés au front. Alors évidemment, ils sont très motivés. Ils ne veulent pas retourner au front. Le front de l'Est, dans cette guerre, est tout aussi attirant qu'il l'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne voulait aller sur le front de l'Est. Trop meurtrier, trop violent. Oui, et il n'y a tout simplement aucune perspective que cela arrive. Je veux dire, que peut faire le camp ukrainien? Parce qu'on a aussi vu Zelensky envoyer des messages assez contradictoires, même à première vue. D'un côté, il affirme qu'ils veulent mettre tellement de pression sur la Russie d'ici la fin de l'année que pour Noël, Poutine sera en position de céder et d'accepter des négociations quelque part le long de la ligne de contact, et que tout ira très bien. Mais en même temps, il demande aussi à la Russie, « Hey, est-ce qu'on peut avoir un cessez-le-feu, surtout un cessez-le-feu aérien,
pour que vous ne frappiez plus nos infrastructures. Je veux dire, rien que ça, sachant qu'ils n'ont plus d'intercepteurs. Dans quelle logique tordue un pays, n'importe où sur la planète, ou à n'importe quel moment de l'histoire, dirait « Bien sûr, on vous accorde un cessez-le-feu, alors même que vous ne pouvez pas vous défendre contre nos missiles. » Yeah. Well, and if what Oui, enfin, si ce que Zelensky et l'Occident affirment au sujet de la pression exercée sur la Russie était vrai, qu'elle serait privée de gaz, que les raffineries de pétrole ne fonctionneraient plus, tout ça n'est pas vrai, mais que l'économie s'effondrerait, alors on s'attendrait à voir la Russie dire « Bon, voyons si on peut obtenir un cessez-le-feu. » Mais la Russie ne demande pas de cessez-le-feu. Elle intensifie la pression. Elle monte en puissance. Elle étend ses opérations. Elle ne les réduit pas. Et Poutine a très clairement indiqué que c'est exactement dans cette direction qu'ils vont. Et tout cela se déroule sur fond. Et cela nous ramène à ce dont nous parlions à propos du détroit d'Ormuz, d'une économie mondiale en difficulté, surtout dans les pays européens. Ils sont dans une situation économique désespérée. Ils n'ont aucune perspective encourageante pour le moment. Et pourtant, on leur demande d'en remettre une couche et de dépenser davantage d'argent qu'ils n'ont pas dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Et vous savez, nous en avons déjà parlé souvent par le passé, mais là ça ressort vraiment davantage. Pourquoi les pays européens, en constatant ce que nous voyons, même s'ils ne le veulent pas, même s'ils détestent les conséquences que cela implique, jusqu'à présent, ils ne semblent pas fournir le peu d'intercepteurs aériens qu'ils possèdent. Nous avons montré, je crois que c'était hier, Sean Bell, qui expliquait que le Royaume-Uni en particulier, mais aussi l'Europe, n'avait pratiquement aucune défense aérienne si une guerre avec la Russie éclatait. Il était assez circonspect à ce sujet, mais il l'a reconnu. Il a dit « Nous avons donné tellement de matériel à l'Ukraine au fil des années, et notre propre capacité industrielle est si faible que concrètement, nous n'avons pas de défense aérienne. » Cette réalité doit forcément marquer les esprits. C'était sur Sky News, donc cette information doit circuler. Pourtant, on ne voit aucun mouvement. C'est presque comme une paralysie chez les dirigeants européens. Oui, enfin, ils ont adhéré à un récit, et ils veulent toujours y croire. Mais ils se heurtent à la réalité. J'ai déjà fait référence à ce film, mais c'est la situation dans laquelle ils se trouvent. C'était un film sur la chute, le renversement de Salvador Allende. Au début de sa présidence, Allende avait confisqué toutes les armes à feu détenues par les habitants du Chili. Et donc, alors que le coup d'État se déroule, Allende est là, avec un casque et un gilet pare-balles. Il se tourne vers son aide et lui dit « Appelez le peuple dans les rues, dites-leur d'apporter leurs armes à feu. » Et l'aide le regarde et lui répond « Monsieur, vous avez confisqué toutes les armes à feu, ils ne viendront pas. » C'est un peu la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Eux, dans ce cas, ils n'ont rien confisqué. Ils ont tout abandonné. Et ce faisant, ils ont tout cédé. Oui, coupons-nous d'un approvisionnement bon marché en pétrole et en gaz. Disons à la Russie d'aller se faire voir. Payons 8-9 fois plus cher en achetant aux États-Unis et en dépendant du Golfe Persique. Et puis boum, le Golfe Persique est bloqué. Et maintenant, ils se disent, bon, et maintenant, on fait quoi? Leur seule alternative, c'est d'acheter du pétrole brut léger aux États-Unis. Ils se sont donc rendus dépendants, et ils ont toujours besoin des mêmes terres rares s'ils veulent produire certains de leurs missiles guidés de précision, comme le font les États-Unis. Et c'est la Chine qui a les cartes en main. Ces temps-ci, la Chine n'est pas très généreuse avec les terres rares. Oui, et ils n'ont pas non plus la moindre motivation pour le faire. Bon, écoutez, on va devoir s'arrêter là. Je sais que vous avez une autre émission à faire dans quelques minutes, donc nous vous remercions vraiment pour votre analyse. Et franchement,
C'est pour ça qu'on adore vous recevoir dans l'émission. Vous parlez de sujets dont presque personne d'autre ne parle. Allez sur Sonar 21. Vous pourrez y lire le reste de cet article et voir les évaluations des dégâts, système par système, ainsi que tout un tas d'autres informations très intéressantes que Larry y publie. Merci infiniment, Larry. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. So much, Larry. We really appreciate it, and we'll look forward to seeing you next week. Thanks, Merci, Dan. Denis. Prends soin de toi. Bye. And we will see you guys tomorrow. Et on vous retrouve demain dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or ni de vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais vous pouvez nous aider d'une manière simple. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. Share this with somebody you love.